Donc je vais continuer cette semaine ma revue des expériences d'électrodynamique quantique en cavité. La semaine dernière, j'avais parlé de la première période, de la fin des années 70 et des années 80, où nous avions commencé à étudier les propriétés radiatives d'une collection d'atomes dans une cavité, montrer comment ces atomes pouvaient émettre spontanément, de façon collective, un rayonnement millimétrique dans la cavité, et nous avons étudié à cette occasion le phénomène de superradiance, l'émission collective liée à la mise en phase des dipôles atomiques dans un échantillon formé de quelques centaines à quelques milliers d'atomes. J'ai ensuite montré comment, en augmentant la qualité des cavités, en ayant des cavités qui gardent les photons pendant un temps de plus en plus long, on est arrivé au régime où l'émission d'un seul atome était accélérée lorsqu'elle se produisait dans une cavité accordée. C'est ce qu'on appelle l'effet Purcell, d'amplification, d'exaltation de l'émission spontanée. Et j'ai montré ensuite qu'en augmentant encore le facteur de qualité, on arrive à un régime où non seulement l'atome émet de façon accélérée, mais peut ensuite absorber le photon et on obtient un régime donc d'oscillation cohérente entre l'atome et le photon. Et c'est ce régime-là qu'on appelle le régime de couplage fort de l'électrodynamique quantique en cavité qui nous a permis de faire les expériences dont je vais parler à partir d'aujourd'hui. Les premières expériences de couplage fort ont eu lieu dans des cavités fermées. C'était ce qu'on appelait le micromaser, qui a été réalisé pour la première fois par le groupe de Herbert Walter à Munich. Mais je vous ai montré à la fin de cette leçon que ces cavités fermées avaient un défaut. Elles ne permettaient pas d'appliquer de champ électrique, donc de manipuler de façon précise les atomes à l'intérieur de la cavité, et que donc nous avions décidé de continuer nos expériences avec des cavités ouvertes qui permettent l'application de ces champs électriques. Et au cours des 15 dernières années, on a assisté à une progression de la qualité de ces cavités, et on a actuellement des cavités qui permettent de garder un photon pendant un temps supérieur à 1/10 de seconde. Donc je vais commencer à décrire les expériences que nous avons réalisées avec ce système. Et aujourd'hui, je vais décrire des expériences dans lesquelles on se sert du couplage cohérent des atomes avec le champ de la cavité pour démontrer des opérations d'intrication contrôlées entre atomes et photons, démontrer l'opération de portes quantiques, c'est-à-dire de systèmes dans lesquels l'état d'un photon contrôle l'état du champ, l'état d'un atome, pardon. Et donc, on réalise ce qu'on appelle une porte quantique dans laquelle le photon, dans un état à 0 et 1 photon, évoluant entre des états entre 0 et 1 photon, s'appelle le qubit de contrôle, et l'atome qui évolue entre deux états de Rydberg s'appelle le qubit cible. Et on a donc une dynamique du qubit cible contrôlée par l'état du qubit contrôle. J'illustrerai également le principe de complémentarité dans une expérience d'interférométrie atomique. Ces expériences ont été effectuées avec des atomes de Rydberg circulaires. J'y ai fait allusion déjà la semaine dernière. Ces atomes circulaires sont vraiment ceux qui nous ont servi pour l'ensemble des expériences que je décrirai à partir de maintenant. Et donc je commencerai par rappeler la physique de ces atomes, comment on les prépare et comment on les contrôle et on les manipule. Et ensuite, je décrirai donc les expériences d'intrication et de porte quantique. Ces expériences ont été réalisées dans les années 95-2000, à une époque où les durées de vie des photons dans la cavité étaient de l'ordre de quelques centaines de microsecondes. Sachant que chaque atome traverse la cavité en un temps de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes, vous voyez qu'on pouvait passer successivement 2, 3, 4 atomes l'un derrière l'autre, et c'est donc des expériences qui étaient limitées en nombre d'atomes. Celles que je décrirai à partir de la semaine prochaine sont faites dans des cavités bien meilleures, et on pourra se servir de l'information produite par des centaines d'atomes traversant la cavité un à un, et donc ça donnera des possibilités beaucoup plus grandes. Donc je commence par parler de l'atome de Rydberg circulaire, et j'y avais déjà fait allusion la semaine dernière. C'est un atome planétaire, l'électron tourne autour du noyau à une grande distance. Finalement, ce sont des atomes extrêmement simples, dont la physique peut être comprise à partir d'arguments classiques. Le seul élément quantique dont j'aurai besoin, c'est la longueur d'onde de De Broglie. On peut considérer cet atome comme une onde de De Broglie stationnaire, et la condition de quantification, comme on le verra dans un instant, c'est qu'il faut qu'il y ait un nombre entier de ces longueurs d'onde de De Broglie dans la circonférence.
Dans certains cas, on aura besoin de superposition de ces états circulaires entre deux états à nombre quantique voisins. Et lorsqu'on superpose deux ondes de De Broglie qui diffèrent par une seule longueur d'onde, on obtient évidemment une interférence constructive d'un côté de l'orbite et destructive de l'autre, et on fabrique un dipôle atomique. On a donc une séparation entre le centre de gravité de la charge du noyau et celle de l'électron, et ce dipôle tournant va jouer un rôle important dans pas mal d'expériences. Ces atomes sont extrêmement utiles parce qu'ils ont des propriétés physiques qui leur permettent d'avoir un couplage très fort avec le champ millimétrique et également en même temps une durée de vie très longue. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que la plupart des propriétés physiques de ces atomes se décrivent par des paramètres qui sont proportionnels à une puissance de n, où n est le nombre quantique principal. On verra que le dipôle électrique varie en n au carré. La durée de vie de l'électron due à son rayonnement varie en n puissance 5, donc elle augmente considérablement, donnant des durées de vie très longues pour des atomes très excités. Et ça, c'est en opposition avec la durée de vie des états de Rydberg de faible moment angulaire, ce dont je parlais jusqu'à la semaine dernière, qui, eux, ont une durée de vie qui ne croît qu'en N3. Je reverrai ça dans un moment. Ils sont couplés de façon exclusive aux transitions micro-ondes. Un état circulaire ne peut pas émettre un photon optique. Pour des règles de sélection, il ne peut rayonner que vers le niveau de Rydberg circulaire voisin. Et enfin, on peut contrôler de façon très simple leur fréquence par un effet Stark ils sont très sensibles au champ électrique. La polarisabilité varie en n puissance 6 et le champ d'ionisation nécessaire pour ioniser ces atomes et donc les détecter est très faible, il varie en n puissance moins 4. Alors je vous rappelle comment on prépare ces atomes. D'abord, on part d'un atome dans son état fondamental qui correspond à une orbite classique de très petit diamètre, et à l'aide d'excitation par laser et par radiofréquence, on porte l'atome sur cette orbite circulaire. J'en dirai un mot dans un instant. C'est une orbite géante. Si n est de l'ordre de 50, le rayon est de l'ordre de 1000 fois plus grand que celui de l'état fondamental, donc un dixième de micromètre. C'est des dimensions qui sont déjà des dimensions macroscopiques qui seraient observables avec un bon microscope. En tout cas, on s'en approche. La préparation est complexe et elle requiert des lasers et des radiofréquences, on le verra dans un moment. Dans le cas où l'atome est dans un état propre de l'énergie, l'électron est complètement délocalisé sur l'orbite, mais comme je viens de le dire, si on prépare une superposition d'états, on va créer un dipôle. Alors, il est particulièrement approprié de parler de ces atomes cette année, puisque cet atome réalise finalement le modèle de Bohr planétaire des atomes, et l'analyse que je vais faire, en particulier le raisonnement qui va nous permettre de retrouver la formule de Rydberg, est un raisonnement qui est très voisin du raisonnement que Bohr a fait en 1913 pour décrire, pour quantifier pour la première fois donc un système matériel. Si on superpose, grâce à une impulsion micro-ondes classique, deux états de Rydberg voisins, on fabrique, comme je l'ai dit il y a un instant, un dipôle tournant. Et ce dipôle tournant, il sera essentiel pour les expériences en particulier dont je parlerai la semaine prochaine, et on peut le décrire comme l'aiguille d'une horloge qui tourne dans le plan de l'orbite à la fréquence de Bohr, qui est d'une fréquence, pour la transition entre ces deux états, de 51 GHz. Alors, quelques mots d'abord sur la préparation de ces états. La préparation de ces atomes circulaires qui ont été utilisés pour la première fois dans l'expérience d'inhibition d'émission spontanée dont je parlais la semaine dernière et a été décrite par le groupe de Daniel Kleppner à MIT. Il s'agit, alors là je l'ai adapté à nos atomes, à nous, qui sont des atomes de rubidium. Il s'agit d'exciter donc un électron dans l'atome en lui donnant à la fois de l'énergie et du moment angulaire. Pour lui donner de l'énergie, on l'excite à l'aide de lasers, et dans le cas qui nous intéresse ici, il y a trois échelons. On part de l'état 5S vers l'état 5P, puis vers l'état 5D, puis vers un état de nombre quantique 52. Il s'agit de transitions qui ont lieu dans le rouge profond ou le proche infrarouge, et les lasers qu'on utilise pour cela sont des diodes laser, des lasers à semi-conducteurs qui sont des lasers extrêmement utilisés très fréquemment actuellement, le type de laser qu'on utilise dans les lecteurs de disques CD ou DVD. Et une fois que les atomes sont portés dans ce niveau, ils ont un faible moment angulaire, parce que chaque photon ne donne au maximum qu'une unité de moment angulaire, et on porte des atomes dans un état de moment angulaire m égale à 2.
Or, nous voulons atteindre un état de m égale 51, qui est la valeur n-1, qui est la valeur maximale. Donc il faut maintenant fournir du moment angulaire aux atomes à énergie constante. Pour cela, on place l'atome dans un petit champ électrique de l'ordre de 2 à 3 volts par centimètre, et dans ce champ électrique, les différents sous-niveaux qui appartiennent à la multiplicité n vont voir leur dégénérescence levée. C'est ce qu'on appelle l'effet Stark. Et la semaine dernière, je vous ai montré de très beaux spectres d'effet Stark qui avaient été réalisés précisément dans le groupe de Daniel Kleppner dans les années 70. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ces niveaux Stark ? Il faut voir quelles sont les règles les symétries et les règles de sélection. On applique le champ électrique dans une direction que je vais appeler l'axe OZ, et le système est invariant par rotation autour de cet axe, donc la composante du moment cinétique de l'électron le long de cet axe est une constante du mouvement, et les valeurs propres de cette composante, ce sont précisément les valeurs du nombre quantique grand M, projection du moment angulaire le long de cette direction. Donc les valeurs de grand M sont des constantes du mouvement, et donc on va pouvoir classer les niveaux d'énergie en champ électrique en fonction de leur valeur de grand M. C'est ce que nous avons fait ici, et lorsqu'on représente ces niveaux, on peut les classer en mettant ici la valeur m égale 2, m égale 3, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que la valeur de m augmente, le nombre d'états appartenant au sous-espace de m donné diminue. Et la raison est parfaitement claire, parce que vous savez que m doit être plus petit que le moment cinétique total L. Et donc, pour faire m égale 2, il faut partir d'avoir au moins un niveau L égale à 2 et aller jusqu'à n-1. Pour m égale 3, il faut partir de L égale 3, et ainsi de suite. Et pour fabriquer le moment angulaire le plus grand, on n'a qu'une seule possibilité, qui est d'avoir L égale n-1. Donc, à chaque fois qu'on augmente m, il y a un niveau de moins. Et ce qu'on montre lorsqu'on étudie l'effet Stark, c'est que pour chacune de ces sous-espaces correspondant à une valeur de m, les niveaux d'énergie forment une échelle d'états équidistants. Donc on peut classer les niveaux en triangle, comme je l'ai fait là. Et vous voyez qu'on part, lorsqu'on branche le champ électrique de façon adiabatique, le système évolue vers cet état-là, et on veut arriver à cet état-là, qui est l'état circulaire, qui est l'état non dégénéré. La séparation des niveaux d'énergie est contrôlée par l'amplitude du champ électrique. Donc dans un champ électrique donné, il va falloir appliquer une radiofréquence qui, dans ce cas-là, a une fréquence de l'ordre de 250 MHz, pour que le système, en absorbant des photons de radiofréquence polarisés circulairement, gagne du moment angulaire et finisse dans l'état circulaire. Alors, le processus est assez complexe et on peut le décrire en utilisant les équations de la physique quantique. Je ne vais pas le décrire en détail, mais ce qu'on fait, ça consiste à balayer le champ électrique, avoir une fréquence de radiofréquence constante et balayer le champ électrique pour le faire passer à travers la résonance. Et dans ce cas-là, on montre que le système, adiabatiquement, va suivre ce chemin et finir dans un état circulaire. Il faut éviter absolument que les atomes ne puissent revenir vers des états de moment angulaire plus bas en effectuant les transitions que j'ai marquées ici en violet. Pour cela, on applique un petit champ magnétique qui lève la dégénérescence entre les transitions delta m égale plus 1 et les transitions delta m égale moins 1. Donc finalement, on effectue cette évolution adiabatique dans un double champ électrique et champ magnétique. Tout cela à très basse température dans une région protégée du rayonnement thermique en particulier, qui permet d'appliquer proprement ces champs magnétiques et électriques. Et à la fin de l'opération, on se trouve dans un état circulaire. Alors comment est-ce qu'on détecte qu'on est dans un état circulaire ? En fait, on utilise une autre propriété qui avait été également observée par le groupe de Kleppner, c'est que le champ d'ionisation, le champ nécessaire pour briser l'atome et le détecter, dépend, dans un état de moment de n donné, dépend du moment angulaire. Vous voyez qu'ici, on voit l'ionisation dans une rampe de champ qui croît de la gauche vers la droite. Les états de faible moment angulaire s'ionisent dans un champ relativement bas. Et vous voyez que lorsqu'on passe aux états circulaires, le champ d'ionisation se produit dans un champ de plus en plus grand. Et finalement, pour un état circulaire pur, on a une ionisation qui se produit dans une valeur du champ électrique que je vais calculer dans un instant. Et donc, en étudiant comment varie la forme du signal d'ionisation, on peut adapter tous les paramètres de l'expérience pour optimiser la préparation de ces états circulaires. Et on les prépare avec une très grande efficacité. Bon, il ne suffit pas d'avoir un état circulaire, c'est-à-dire on contrôle les degrés de liberté internes de l'atome, on veut également contrôler sa vitesse, parce qu'on veut savoir combien de temps il va mettre pour traverser la cavité, par exemple. Et donc le contrôle de la vitesse
je le décris sur cette diapositive, on se sert à nouveau du pompage optique, dont je vous parlais dans la première leçon, mais on fait ce qu'on appelle du pompage optique sélectif en vitesse en utilisant une propriété essentielle, ce qui est l'effet Doppler. Les fréquences qu'un atome est capable d'absorber ou d'émettre dépendent de sa vitesse, plus précisément de la projection de sa vitesse sur la direction du faisceau laser. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, j'ai représenté ici de façon plus précise les diagrammes de niveau d'énergie du rubidium qu'on utilise dans des expériences. Son état fondamental possède une structure hyper fine. Donc le rubidium a un moment angulaire électronique 1,5 et un moment nucléaire 5,5. Et quand vous combinez 1,5 et 5,5, vous fabriquez un moment angulaire total qui peut valoir 3 ou 2. Donc on a deux niveaux hyper fins. Cette transition hyper fine dans les alcalins est celle qui est utilisée pour les horloges atomiques. Dans le cas du césium, c'est la transition qu'on utilise pour l'horloge à césium et on a fait également des horloges à rubidium. L'état excité, lui, a 4 sous-niveaux hyper fins, de F' égale 1 à F' égale 4, avec des séparations beaucoup plus faibles dans l'état excité parce que le couplage entre l'électron et le noyau est plus faible dans un état où la distance entre l'électron et le noyau est plus grande. Et vous voyez que si on excite, et au départ, nos atomes ont des populations égales dans chacun des sous-niveaux hyper fins parce qu'ils sont peuplés de façon thermique. C'est un G à température ordinaire et les niveaux qui sont séparés d'une distance aussi faible, d'après la loi de Boltzmann, ont pratiquement la même population. Donc on part de populations égales dans ces deux niveaux. Si on excite maintenant à l'aide du laser L1 les atomes à partir du niveau F égale 3, sur la transition F égale 3, F' égale 3, on va pouvoir réaliser du pompage optique. Les atomes vont absorber la lumière et puis la réémettre sur ces deux niveaux par émission spontanée. Et après plusieurs cycles, on va vider le niveau F égale 3 et accumuler tous les atomes dans le niveau F égale 2. Et on réalise ceci grâce à un laser qui se propage perpendiculairement au faisceau atomique de façon à ce que toutes les classes de vitesse voient la même fréquence. Donc on a une disposition qui est insensible à l'effet Doppler dans ce cas, puisque la projection de la vitesse des atomes sur l'axe du laser est nulle. Donc on vide tous les atomes du niveau F égale 2, et tous les atomes du niveau F égale 3, et on les amène dans F égale 2. Ensuite, on va repeupler, mais on va repeupler sélectivement. Donc on a vidé la population du niveau F égale 3. Ensuite, dans une deuxième étape, on utilise un deuxième laser, qui est le laser violet ici, mais qui lui est incliné par rapport au faisceau atomique. Donc la lumière de ce laser va interagir avec les atomes uniquement lorsque la vitesse des atomes va correspondre au bon effet Doppler. Vous voyez qu'on utilise un laser qui part cette fois-ci du niveau F égale 2, qui est peuplé, avec un désaccord de fréquence delta correspondant à la transition de ce niveau F égale 2 vers le niveau F' égale 2. Autrement dit, des atomes immobiles ne peuvent pas absorber, mais par contre, si les atomes se déplacent à une vitesse telle que leur effet Doppler compense ce désaccord de fréquence, ils vont absorber le rayonnement. Et en absorbant le rayonnement, après plusieurs cycles, ils vont avoir une probabilité de se retrouver dans le niveau F égale 3. Et on va repomper les atomes dans ce niveau F égale 3, mais on les repompe de façon sélective en vitesse. Donc dans le niveau F égale 3, on n'a plus qu'une classe de vitesse dont la vitesse dépend du désaccord delta. Une fois qu'on a préparé les atomes dans cet état, une troisième excitation laser, que j'ai représentée ici en vert, va porter ces atomes dans les niveaux de Rydberg. Et donc vous voyez que de cette façon-là, de façon sélective, on excite dans les niveaux de Rydberg que des atomes qui ont une vitesse donnée. Alors le schéma réel, parce qu'il y a des complications, beaucoup de niveaux hyper fins, est un peu plus complexe que ça, mais c'est le principe de l'expérience. D'autre part, cette excitation s'effectue par des lasers, une excitation en impulsion, et donc on sait exactement le moment où l'atome a été excité, et également l'excitation est très faible, de façon à ce que la probabilité d'exciter plus d'un atome par impulsion soit négligeable. Autrement dit, on ne prépare qu'un atome, 0 ou 1 atome. Évidemment, quand on a préparé 0 atome, on le sait puisqu'on ne détecte rien après, donc on laisse cette expérience de côté et on recommence jusqu'au moment où on a un atome. Alors, on a vérifié que ça marchait en faisant une expérience de temps de vol. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de temps de vol? On prépare l'atome par cette méthode, et puis on déclenche le détecteur après un délai, et en fonction de ce délai, eh bien, on ne va détecter que les atomes qui ont la vitesse correspondant au délai nécessaire pour aller de l'excitation au détecteur. Donc cette mesure de temps de vol, on peut la faire soit sans sélectionner en vitesse,
Et vous voyez ici la distribution des vitesses obtenues en vert. Ceci représente la distribution de Boltzmann des atomes issus du four. On a toutes les vitesses dans le G. Par contre, si on fait cette expérience après avoir fait ce pompage sélectif en vitesse, on découpe dans la distribution des vitesses une seule classe, ici des atomes qui ont 400 mètres par seconde, et on a donc des atomes parfaitement monocinétiques. En changeant delta, on peut balayer à travers la distribution de Boltzmann et avoir des atomes ayant une vitesse comprise entre 150 et 500 ou 600 mètres par seconde, avec une vitesse bien définie. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que vous voyez que si on connaît l'instant de préparation et la vitesse, on connaît la loi horaire de chaque atome, on sait quand les atomes rentrent dans la cavité, et on peut à ce moment-là appliquer un champ électrique de durée variable et donc laisser interagir les atomes avec le champ de la cavité pendant un temps contrôlable. D'où l'importance d'avoir un champ électrique applicable entre les miroirs de la cavité. Donc ceci nous donne un contrôle parfait, non seulement donc de l'état interne de l'atome, mais de sa vitesse et de sa fréquence par rapport au champ de la cavité. Alors maintenant, sur les 2 ou 3 diapos suivantes, je vais passer rapidement en revue les propriétés de ces états de Rydberg, parce que vous allez voir qu'en faisant un calcul classique très simple, on va retrouver leur taille, leur énergie, leur fréquence de résonance, leur durée de vie, l'effet Stark et ainsi de suite. Et ce sont des raisonnements qui sont des raisonnements finalement de physique classique, dans lesquels on se contente de quantifier les orbites avec cette fameuse formule de quantification dont je vous ai parlé il y a un instant. Donc, je commence par rappeler des formules fondamentales qui vont nous servir. Il y a 2 formules importantes, que je vais retrouver d'ailleurs. La constante de Rydberg, qui mesure les énergies des atomes, qu'on peut exprimer en fonction de l'énergie relativiste de l'électron, mc2, que multiplie une quantité sans dimension. Alpha Fs, c'est la constante de structure fine qui intervient dans tous ces calculs et qui est une combinaison de la charge de l'électron et de la constante de Planck et de la vitesse de la lumière. Et cette quantité-là vaut 1 sur 137. Elle décrit l'intensité du couplage entre les charges électriques et le rayonnement, et c'est une constante fondamentale de la nature, donc qui va apparaître comme un paramètre sans dimension dans ces calculs. À partir de là, on montre que grand R, lorsqu'on fait l'application numérique, grand R vaut 13,6 électronvolts, avec, comme on l'a vu dans le séminaire de la semaine dernière, on peut maintenant avoir cette R avec 12 chiffres significatifs, c'est la constante de Rydberg. L'autre quantité importante, A0, c'est la dimension, l'unité de dimension à l'échelle atomique. Elle aussi s'exprime en fonction des paramètres fondamentaux. H bar sur mc, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de Compton, et A0, c'est 137 fois 1 sur alpha, la longueur d'onde de Compton, et sa valeur est de l'ordre donc de 5, 10 moins 11 mètres. Donc ça, ce sont les paramètres importants. Alors on va retrouver toute cette physique à partir des arguments simples que je vous ai indiqués. Par exemple, la règle de quantification, elle s'exprime en disant qu'il faut qu'il y ait un nombre entier de longueurs d'onde de Broglie sur la circonférence. Qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde de Broglie? C'est h sur mv, où v est la vitesse de l'électron. Donc nh sur mv doit être égal à 2πr, où r est le rayon de l'orbite. Donc on en déduit une première relation, r est égal à nh sur mv. Une deuxième relation va être déduite de considérations énergétiques. Quelle est l'énergie d'un électron de Rydberg? La formule est très simple. L'énergie est la somme de 2 quantités. Vous avez l'énergie cinétique qui est 1/2 de mv2, donc vous voyez que je fais toujours de la physique classique. Et l'énergie potentielle de Coulomb, c'est moins Q2 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R. Donc voilà l'énergie. Maintenant, j'ai une deuxième relation entre V et R qui est exprimée en disant que mv2 sur R, qui est la force centrifuge, est égale à la force de Coulomb, qui est Q2 sur 4pi epsilon 0, R2. Donc je déduis de cette relation-là que mv2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0, R. C'est une relation entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, qui est bien connue pour un mouvement coulombien. Ça correspond à ce qu'on appelle le théorème du viriel. Donc mv2 sur 2 est égal à Q2 sur 8pi epsilon 0, R. Et donc vous voyez que l'énergie, ce terme-là est la moitié de celui-là. L'énergie totale, c'est moins Q2
sur 8 pi epsilon 0 R, et c'est également égal à mv2 sur 2. C'est ce que j'ai exprimé dans la deuxième ligne. Et donc vous voyez que, donc à partir de résultats qui sont du niveau de la classe terminale, on a une autre relation entre V et R. Et donc on peut exprimer cette relation de cette façon-là. En éliminant R à partir de la première relation, on a maintenant mv2 sur 2 égale q2 sur 8 pi epsilon 0 mv sur nh bar, ce qui donne la vitesse. Si vous résolvez cette équation, vous trouvez que V est égal à q2 sur epsilon 0 h bar c sur n. Ceci, c'est la constante de structure fine, et on trouve que la vitesse de l'électron, c'est la vitesse de la lumière divisée par n et divisée par 137. Donc vous voyez que la vitesse de l'électron sur cette orbite de Rydberg est faible par rapport à la vitesse de la lumière. On a affaire à un électron non relativiste. Si vous calculez maintenant le carré de cette vitesse, si vous faites V2, 1 demi de mv2, vous trouvez la formule, vous retrouvez la constante de Rydberg et vous trouvez que l'énergie vaut R sur n au carré. Et ça, c'est la formule de Rydberg. Et en fait, c'est de cette façon-là que Bohr a établi la formule de Rydberg. Il ne connaissait pas la longueur d'onde de Broglie, qui ne devait être découverte que 10 ans plus tard. Ce qu'il avait quantifié, c'est le moment cinétique. Mais le moment cinétique est lié à la longueur d'onde de Broglie de façon évidente. On a exactement, le raisonnement de Bohr suit de très près le raisonnement que je viens de faire là. Alors maintenant que vous avez la vitesse V, vous la reportez dans cette expression et vous avez R. Et on trouve que R, qui est égal à NH sur MV, se met sous cette forme et vous retrouvez N2 à 0. Vous retrouvez le fait que le rayon de Bohr croît comme le carré de la dimension de l'orbite. On peut montrer également que dans la superposition des états circulaires, le dipôle moyen dans cette superposition vaut Qn2 à 0 sur 2, il est à l'intérieur de l'orbite. Donc on a un dipôle qui est proportionnel à n au carré. Je crois qu'il y a une faute de facteur racine de 2 dans les notes de cours. Et un autre point important, c'est la fréquence de Rydberg. La fréquence de Rydberg, c'est la différence entre R sur N2 et R sur N-1 au carré. Et si N est grand devant 1, ceci est proche de la dérivée de R par rapport à N, qui est égale à 2R sur N au cube. Donc on voit que la fréquence de Rydberg est égale à 2R sur N au cube, ce qui veut dire que la période de l'électron sur son orbite de Rydberg est proportionnelle à N au cube. Et dire que la période est proportionnelle à N au cube, c'est exprimer la troisième loi de Kepler. La période de l'électron, qui est proportionnelle à N au cube, est proportionnelle à la puissance 3,5 du rayon de l'orbite. Et ça, c'est la troisième loi de Kepler pour le mouvement des planètes, et parce que la force de gravitation a la même forme en 1 sur R coulombienne que la force électrique. Donc voilà un premier résultat intéressant. Je vais aller peut-être un peu plus vite maintenant. La durée de vie des atomes circulaires. On va montrer que cette durée de vie est très longue. Et il y a deux façons de la calculer. La première façon de calculer la durée de vie, c'est l'électromagnétisme classique. Une charge accélérée rayonne une puissance proportionnelle au carré de l'accélération. Gamma étant l'accélération de l'électron, on a cette formule-là, qui est ce qu'on appelle la formule de Larmor, que vous trouvez dans les manuels d'électromagnétisme classique. Et gamma, c'est l'accélération, c'est donc la force de Coulomb divisé par m. Donc gamma est donné par cette expression-là. Si vous l'élevez au carré, vous voyez que vous allez avoir un terme en 1 sur n8. Donc vous voyez que la puissance rayonnée est très faible. Elle décroît comme n puissance 8, et ceci parce que l'électron qui tourne à des distances de plus en plus grandes du noyau est de moins en moins accéléré, une accélération de plus en plus faible. Si vous éliminez gamma, donc vous trouvez cette formule en 1 sur n8. Mais vous avez une deuxième façon de calculer la puissance rayonnée, c'est la façon que j'appellerais quantique. Qu'est-ce que c'est que la puissance rayonnée ? On constate que l'électron rayonne un photon de fréquence oméga pendant sa durée de vie. Donc la puissance, c'est l'énergie rayonnée divisée par le temps. H bar oméga, je vous ai dit que c'était 2R sur N3, donc vous avez puissance rayonnée donnée par cette expression-là. Et donc si vous égalez ces deux expressions, vous obtenez l'expression pour T, et vous trouvez que Tn est donné par cette expression-là et varie en n puissance 5. Donc la durée de vie croît comme la cinquième puissance de n. Vous avez ici des tas de facteurs qui sont liés aux constantes fondamentales, et quand vous les exprimez correctement, vous arrivez à l'expression que j'ai donnée en bas de la page, qui est, vous exprimez tout en fonction de h bar sur r, qui est la fréquence fondamentale de l'électron, 1 sur alpha 3, donc c'est un facteur ça, de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7, et n5, qui est un facteur
50 à la puissance 5, vous trouvez un facteur de l'ordre de 15 ordres de grandeur. Comme la fréquence h bar sur r est 10-16 secondes, vous trouvez quelque chose de l'ordre d'un dixième de seconde. En fait, pour n égale 50, vous avez une durée de vie de 30 millisecondes. Donc des atomes qui ont une durée très longue, beaucoup plus longue que le temps d'une expérience, et donc on peut négliger complètement leur émission spontanée pendant l'expérience. Alors, je vous rappelle que pour des états de faible moment angulaire, la durée de vie n'est pas en n5 mais en n3. Et l'explication est assez simple. Si vous prenez un état de faible moment angulaire, il va correspondre à une orbite très elliptique, au lieu de l'orbite circulaire considérée tout à l'heure. Et sur une orbite elliptique, l'électron passe très près du noyau. Et ici, il va rayonner très fort parce qu'il va avoir une forte accélération. C'est ce qu'on appelle le Bremsstrahlung. Et vous voyez que la durée de vie des états de faible moment angulaire va être contrôlée par le taux de passage au périhélie de la trajectoire qui varie en n3. La période augmente en n3 puisque la fréquence est en 1 sur n3. Donc vous avez une durée de vie en n3 au lieu d'avoir la durée de vie en n5. Et c'est ce changement d'ordre de grandeur qui, pour n de l'ordre de 50, vaut une quantité de l'ordre de 1000, qui explique qu'il faut des états circulaires pour les expériences dont je vous parle maintenant. Dernière physique intéressante, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique un champ électrique? Alors, je vais le décrire rapidement. Imaginez ici que c'est l'orbite circulaire vue par la tranche. Vous regardez l'orbite comme ça et vous appliquez un champ électrique perpendiculaire au plan de l'orbite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le noyau qui est positif va être tiré dans une direction et l'ensemble de l'orbite qui est chargé négativement va être tiré dans la direction opposée. Et en fait, comme le problème reste symétrique par rotation autour de cet axe, l'orbite va rester circulaire. Et donc on va avoir une espèce de cône, un parapluie qui va s'ouvrir, et un paramètre important, ça va être l'angle que fait la direction, la droite joignant l'électron au noyau par rapport au plan initial de l'orbite. Cet angle θ va jouer un rôle important dans la suite. Un point important, et l'autre paramètre important va être le rayon de l'orbite qui, lui, va changer. Quand vous tirez sur ce parapluie, le rayon de l'orbite n'a aucune raison de rester le même que ce qu'il était en absence de champ électrique. Mais il y a quelque chose qui va rester constant, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique m oméga R2, qui valait par définition n-1 h bar, qui est donc de l'ordre de n h bar, ne va pas changer. Tout simplement parce que si vous appliquez une force qui est parallèle à l'axe de rotation, le couple de cette force est nul, et le changement du moment cinétique, c'est le travail de ce couple. Donc il n'y a pas de travail du couple. La quantité m oméga R2 reste constante, ce qui fait qu'il y a une relation entre oméga et R qui va donner un invariant du problème. Alors à partir de là, le calcul est très simple. On a deux équations qui vont être obtenues en projetant les forces sur l'axe le long du champ électrique et puis dans le plan de l'orbite. Alors le long du champ électrique, on écrit l'équilibre des projections des forces. Qu'est-ce que c'est que la force de Coulomb? C'est Q2 sur 4 pi epsilon 0. La distance ici n'est plus R, mais R sur cosinus θ. Donc on a cosinus carré θ sur R2. Ensuite, on projette cette force sur l'axe vertical, on a un sinus θ. Et cette projection de force doit être égale à QF, à la force de Coulomb, à la force appliquée par le champ électrique extérieur. Donc on peut écrire vous voyez que la quantité cosinus carré θ sinus θ s'exprime est proportionnelle à R au carré, et on peut introduire des quantités sans dimension en divisant par A0, et on fait apparaître à ce moment-là un champ F0 qui est donné par cette expression-là, qui vaut 5 puissance 11 volts par mètre, et qui n'est rien d'autre que l'unité de champ électrique en physique atomique, qui est le champ coulombien sur la première orbite de bord. Donc vous voyez cette expression-là, que je vais réécrire au tableau pour pouvoir la garder, donne une première relation entre le champ électrique et l'angle θ. Cosinus carré θ sinus θ égale R sur A0 au carré F sur F0. La deuxième relation va être donnée en projetant la force, cette fois-ci, sur le plan de l'orbite. Alors, dans le plan de l'orbite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Q2 sur 4 pi epsilon 0,2 cosinus carré θ, c'est toujours la force, mais maintenant je dois le multiplier par cosinus θ pour la projeter dans l'autre direction, et ceci doit être égal à m oméga 2 r qui est la force centrifuge.
Et lorsque vous exprimez cette relation, vous pouvez éliminer oméga à l'aide de cette relation ici, et vous obtenez cosinus cube θ égale A0 sur R N2. Qui, elle, ne dépend pas de f. Et à partir de ces deux expressions, on va pouvoir maintenant voir un petit peu la physique de ce qui se passe en champ électrique. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que si le champ est suffisamment faible, eh bien, le rayon de l'orbite ne change pas. Vous voyez, si le champ est suffisamment faible, l'angle θ va rester très petit. Donc cosinus θ va rester de l'ordre de 1, et donc vous voyez que A0 sur Rn2 va rester de l'ordre de 1, ce qui veut dire que R va rester de l'ordre de A0N2. Donc au début, pour des champs électriques faibles, le rayon de l'orbite ne change pas. Par contre, cette équation-là va vous donner maintenant la valeur de l'angle θ. Si cosinus carré θ vaut 1, sinus θ est égal, ce facteur-là vaut 1, sinus θ, dans ce facteur-là vaut n, excusez-moi, c'est n puissance 4, sinus θ va être égal à n puissance 4 f sur f0. Et le dipôle induit, qu'est-ce que c'est que le dipôle induit? C'est la séparation entre ces deux quantités. Vous avez une charge positive là, une charge négative dont le centre de gravité est ici. Donc c'est proportionnel à sinus θ, à R sinus θ, sachant que sinus θ est donné par f sur f0 à la puissance que multiplie n4, vous trouvez maintenant que le dipôle induit est en n6 à 0 f sur f0. Donc vous avez un dipôle induit qui croît comme la sixième puissance de n. Le dipôle induit permet de calculer d'ailleurs l'énergie de polarisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour séparer les charges? Eh bien, on montre à ce moment-là que cette séparation des charges, c'est le dipôle induit que multiplie le champ électrique divisé par 2. Pourquoi par 2? Parce que quand vous déplacez les charges, vous devez intégrer somme de f df, et il y a ce fameux facteur 1,5 qui apparaît toujours en électrostatique. Et donc vous trouvez que l'énergie de polarisation, c'est Rn6 f sur f0 au carré. Donc vous avez une énergie de polarisation qui varie très vite avec n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous appliquez un champ électrique, les deux niveaux voisins de n correspondant à n et n-1 voient leur énergie varier de n puissance 6 et l'application numérique donne un déplacement de 1,8 MHz par volt par centimètre au carré pour n égale 50. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence d'effet Stark entre n et n-1 qui va être donné par la dérivée de n6. Donc vous allez avoir un 6n puissance 5. Et lorsque vous appliquez cela, vous voyez que ça correspond à 250 kHz par volt par centimètre au carré. Donc vous voyez qu'en appliquant un champ de 1 volt par centimètre, vous déplacez de 250 kHz la transition, et c'est typiquement les effets qu'on va utiliser pour mettre à résonance ou sortir de résonance nos atomes avec la cavité. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque F est faible. Qu'est-ce qui va se passer lorsque F va devenir très grand? Vous allez tirer, en fait, c'est comme une espèce de parapluie, vous tirez de plus en plus, et il y a un moment où ça va casser. Et le moment où ça va casser, vous l'obtenez facilement en éliminant entre ces deux équations, vous pouvez éliminer R. Et vous trouvez l'équation que j'indique ici, cosinus 8θ sinus θ est égal à n puissance 4 f sur f0. Et la quantité cosinus puissance 8θ sinus θ possède un maximum, qui est obtenu en dérivant, qui correspond à un angle θ de 19 degrés. Donc vous pouvez ouvrir votre parapluie jusqu'à 19 degrés. Et la valeur de ce maximum vaut, c'est 8 neuvièmes à la puissance 4, un tiers, donc c'est de la trigonométrie élémentaire, ça vaut à peu près 0,2, ce qui veut dire que le système casse pour un champ électrique qui vaut 0,2 F0 sur N4. Application numérique, vous trouvez un champ de 165 volts par centimètre pour N égale 50 et de seulement 152 volts par centimètre pour N égale 51. Donc il y a une séparation d'une quinzaine de volts par centimètre qui permet de dioniser de façon sélective et séparée les deux états. Alors on fait l'expérience. Dans l'expérience réelle, l'ionisation s'effectue dans des champs un peu plus bas que prévu par ce raisonnement, 145 et 134, simplement parce que là j'ai fait un raisonnement classique. En fait, l'électron s'échappe de l'atome par effet tunnel avant d'atteindre le maximum de cette courbe de potentiel. Et donc on a une ionisation qui est un peu plus rapide, mais néanmoins on peut sélectionner les deux niveaux de cette façon-là. Mais vous voyez que ce qui est remarquable dans tous les raisonnements que j'ai faits là, c'est qu'à partir d'arguments géométriques très simples et uniquement la loi de De Broglie, la longueur d'onde de De Broglie, on obtient toutes les propriétés du système.
La dernière propriété dont je vais parler, c'est le couplage avec le champ électromagnétique de cet atome dans la cavité. Alors, les ordres de grandeur essentiels pour nos expériences. Premier ordre de grandeur, quel est le temps de passage de l'atome dans la cavité? Ce temps de passage, c'est simplement essentiellement W. W, c'est ce qu'on appelle le waste en anglais, c'est le diamètre du champ. Vous avez une onde stationnaire dans la cavité avec des nœuds et des ventres. Et dans notre expérience, la séparation correspond à 9 ventres et on fait passer les atomes dans le ventre central. La dimension transversale est de l'ordre de la longueur d'onde, 6 mm, et le temps de la traversée des atomes, c'est 6 mm divisé par la vitesse. La vitesse est contrôlée, comme je vous l'ai dit, entre 150 et 500 mètres par seconde, ce qui veut dire que les atomes traversent en un temps qui est de l'ordre de 20 à 60 microsecondes, la cavité. Autre paramètre important, quel est le volume du mode? Vous multipliez ce W par la longueur, qui vaut 9 lambda sur 2, vous appliquez tous les paramètres qu'il faut, et vous trouvez un volume qui est de l'ordre de 4 fois lambda cube, à peu près 700 mm3, un petit dé qui est inférieur à 1 cm3. Ça, c'est le volume dans lequel le champ est confiné. Alors, comment calculer le couplage? J'appelle grand oméga la fréquence de Rabi, petit oméga la fréquence du champ. Cette quantité-là est sans dimension. Alors, je vous laisse, je ne vais pas détailler les calculs, mais essentiellement, grand oméga, c'est le dipôle électrique qui est proportionnel à Qn2 à 0, que multiplie le champ électrique par photon, qui est racine de h bar oméga sur 2 epsilon 0v. Quand vous calculez cette expression, vous la mettez sous cette forme, puis sous celle-là. Vous voyez apparaître la constante de structure fine. Là encore, il y a des facteurs numériques qui ne sont peut-être pas exactement ceux qui sont dans vos notes. Vous avez la constante de structure fine, vous avez N4 à 0,2 qui apparaît, et puis vous avez 1 sur oméga qui est proportionnel à lambda, vous faites apparaître lambda sur V. Lambda sur V, c'est à peu de choses près 1 sur lambda carré. Et donc vous voyez maintenant une quantité sans dimension, comme il le faut, qui est la racine carrée de la constante de structure fine que multiplie N2 à 0 sur 2 lambda. Ça, c'est 1/10 de micron, ça, c'est 1 cm. Donc ce facteur-là vaut 10-5, celui-là vaut 1/10, vous trouvez 10-6. Donc il y a une fréquence, comme la fréquence est de 50 GHz, vous avez un couplage de Rabi qui est de 50 kHz. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la fréquence de Rabi du vide divisée par la fréquence du photon, c'est 1/10 de la dimension de l'atome divisée par la dimension de la cavité. Et donc vous voyez que c'est un argument géométrique. Vous prenez la dimension de votre atome, vous le divisez par la dimension de confinement du champ, et vous avez le rapport grand oméga sur oméga. Alors j'insiste sur cette formule parce que dans les systèmes maintenant que l'on effectue en physique du solide, en particulier dans ce qu'on appelle l'électrodynamique des circuits, on remplace nos atomes par des atomes artificiels qui sont des petits circuits électriques qui ont des dimensions beaucoup plus grandes, et on sait réaliser des situations dans lesquelles la taille de l'atome est pratiquement du même ordre que la taille de la cavité. Et donc on fait des rapports de couplage grand oméga sur petit oméga de l'ordre de 1/10 et pas de 10-6. Et donc on a dans des conditions de couplage ultra forts, beaucoup plus forts encore que celui que nous réalisons ici. Alors comment se manifeste ce régime de couplage fort? Quels sont les ordres de grandeur? La période de Rabi est de l'ordre de quelques microsecondes. Elle est plus courte que le temps de traversée des atomes. Donc on peut faire plusieurs oscillations de Rabi pendant que l'atome traverse, et elle est beaucoup plus courte que la durée de vie du champ dans la cavité, qui était de l'ordre de 10-4 secondes en 1995 et qui est devenue de l'ordre de 10-1 seconde maintenant. Donc on est vraiment dans un régime de couplage très fort. Et donc maintenant, je vais pouvoir décrire un peu les expériences que nous effectuons avec ce système. Donc on va réaliser sur des atomes qui traversent successivement la cavité des impulsions de Rabi contrôlées, et on va pouvoir contrôler l'angle de Rabi, c'est-à-dire le temps que les atomes passent dans la cavité et l'accumulation de phases du système atome-cavité, faire des pulses pi sur 2, pi ou 2pi. Et de cette façon-là, je vais vous montrer qu'on peut en quelque sorte tricoter de façon déterministe de l'intrication entre les atomes et le champ et entre atomes successifs. On a deux types d'impulsions de Rabi, deux types de couplage. Des impulsions de Rabi qui affectent le système atome-champ. Et puis, avant que l'atome n'entre dans la cavité, on va pouvoir appliquer des pulses classiques qui, eux, transforment l'atome de l'état E ou de l'état G à une superposition d'états E et G. Donc on va pouvoir faire interagir des superpositions d'états atomiques
avec le champ de la cavité. Et c'est la combinaison de ces impulsions qui agissent seulement sur l'atome avec les impulsions qui agissent sur le système couplé atome-cavité qui vont permettre de réaliser les expériences dont je vais vous parler. Alors, on a commencé d'abord par faire une expérience très simple de démonstration d'oscillation de Rabi, soit dans le vide, soit dans un petit champ cohérent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ cohérent? C'est un champ qu'on injecte dans la cavité simplement en le couplant à une source classique, et ce champ va être dans une superposition d'états à nombre de photons différents. Et je vous rappelle qu'un champ cohérent a donc une incertitude sur le nombre de photons, et la probabilité d'avoir n photons est donnée par une loi de Poisson, avec un maximum pour... Ici, j'ai pris un maximum autour de n égale 2. L'oscillation de Rabi, dans ce cas, va être une somme pondérée des oscillations de Rabi dans un champ de nombre de photons donné. Si le nombre de photons est n, l'oscillation de Rabi s'effectue à la fréquence oméga racine de n plus 1 sur 2, pondérée par la probabilité qu'il y ait n photons. Donc on a une oscillation de Rabi qui a plusieurs fréquences qui se somment. Et voilà ce qu'on observe lorsqu'on enregistre donc ces signaux. Alors ce qu'on fait maintenant, vous comprenez, est assez simple. On envoie un atome, on le laisse interagir grâce à l'effet Stark pendant un temps donné, on mesure son état final, on a une certaine probabilité de le trouver dans E ou dans G, et puis on recommence un grand nombre de fois et on reconstruit la probabilité pour ce délai-là, l'atome soit resté dans E, par exemple. Et puis on change le délai et on obtient finalement ces courbes. Alors vous voyez, ici, vous avez une oscillation de Rabi amortie pour différentes raisons, limitations qui sont liées à des imperfections expérimentales, mais vous voyez que vous avez plusieurs oscillations. Dans le cas où il n'y a pas de photons, c'est dans le vide. En fait, il y a un tout petit champ thermique résiduel. Et puis, on augmente le champ, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre moyen de photons dans la loi de Poisson. Vous voyez que pour 0,4 photons, on a maintenant un signal de Rabi avec très clairement un battement, et les différentes fréquences de battement deviennent de plus en plus nombreuses. Et lorsqu'on prend la transformée de Fourier de ce signal, on voit des pics apparaître aux fréquences oméga, oméga racine de 2, 2 oméga, oméga racine de 3. Et on voit donc ainsi de façon très claire le caractère discret du champ, puisque l'amplitude du champ croît proportionnellement à la racine du nombre de photons. Enfin, dans la dernière colonne ici, on constitue l'histogramme des amplitudes des différents pics qui reconstitue la loi de Poisson. Donc on voit qu'on peut, de cette façon-là, vérifier que la distribution du nombre de photons dans le champ est bien donnée par une loi de Poisson. Donc ça, c'était la première expérience qu'on a faite en 1996. Il nous a montré que le système fonctionnait comme on s'y attendait. Et maintenant, je vais me focaliser sur l'oscillation de Rabi du vide, parce que c'est elle qui va nous fournir les instruments, les moyens de manipuler le système atome-champ. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on s'arrête, voici l'évolution du système. On part de l'atome excité avec 0 photon, et en fonction du temps, on évolue dans une superposition de E0 et de G1, avec les amplitudes cosinus et sinus oméga t sur 2. Supposons qu'on s'arrête exactement à mi-chemin ici, c'est ce qu'on appelle une impulsion pi sur 2. À ce moment-là, le cosinus et le sinus valent racine de 2 sur 2, et partant de E0, un facteur de normalisation près, on prépare E0 plus G1. Donc on fabrique une intrication maximale entre l'atome et le champ, et si l'atome quitte la cavité, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve, on est toujours dans cet état superposition, intrication non locale. Deuxième impulsion intéressante, l'impulsion pi. On s'arrête maintenant au bas, et la même application montre que E0 va vous donner G1, que G1 va donner moins E0. Par contre, si vous êtes dans G0, il ne va rien se passer, parce que G0 n'est couplé à rien du tout. Et donc vous voyez maintenant que si vous partez d'une superposition linéaire de l'atome avant qu'il rentre dans la cavité, AE0 va vous donner AG1, et BG0 va nous laisser dans BG0. Et donc vous voyez que l'évolution maintenant va copier la superposition d'états atomiques sur le champ. Donc le pulse pi permet de copier une superposition d'états qui était initialement sur l'atome sur le champ, et on peut faire l'inverse également. Dernière impulsion intéressante, l'impulsion 2pi. Si vous faites oméga t égale 2pi, oméga t sur 2 vaut pi, et E0 va vous donner moins E0, G1 va vous donner moins G1, et G0 va laisser G0. Alors, on a l'impression, a priori, qu'une impulsion de pi ne fait rien, parce que vous êtes parti de l'état et vous revenez à cet état. Mais vous voyez qu'elle fait quand même quelque chose, elle change le signe de la fonction d'onde si vous avez un photon. Et ça, c'est une propriété bien connue des spins. Une rotation de 2pi d'un spin change le signe de son amplitude. Il faut faire une rotation de 4pi du spin si on veut retomber sur l'état initial. Et vous voyez en particulier que si vous êtes dans l'état G,
l'état du photon contrôle la phase du système. Avec un photon, vous changez la phase du système, avec 0 photon, vous ne la changez pas. Et ça, c'est un phénomène c'est un effet qui va jouer un rôle très important pour la construction de portes quantiques. Alors, vous voyez, maintenant, on a à peu près tous les instruments qu'il nous faut. On comprend comment l'interaction de Rabi dans le vide permet d'intriquer les atomes avec le champ. Le dernier point important, c'est qu'on va avoir besoin de superposition linéaire d'états. Vous préparez au départ l'atome dans l'état E, et avant qu'il rentre dans la cavité, vous pouvez le soumettre à une impulsion classique. Alors, quand je dis impulsion classique, je veux dire que c'est une impulsion qui contient beaucoup de photons. Et si elle contient beaucoup de photons, on peut la traiter classiquement, et elle ne va pas introduire d'intrication entre l'atome et le champ. Elle va simplement changer l'état de l'atome sans modifier l'état du champ, parce que s'il y a beaucoup de photons, la modification de l'état du champ est négligeable. Alors, on va pouvoir passer avec une impulsion π sur 2 classique de l'état E à l'état E plus G. Et donc, on va pouvoir faire interagir le champ de la cavité avec une superposition d'états. Donc, on peut préparer des superpositions d'états, et cette préparation s'effectue sans intrication avec le champ classique dans la zone R1. Donc ça, c'est un premier élément. On peut préparer des superpositions d'états, et on peut également, à l'aide d'une zone classique R2 en aval, partir d'une superposition d'états E plus ou moins G, et par une impulsion classique, ramener E plus ou moins G à E ou à G. C'est un pulse qui fait un peu l'inverse du premier, ce qui va nous permettre de lire les superpositions d'états en détectant finalement l'atome dans l'état E ou dans l'état G. Donc on fait en fait une lecture, on peut faire une préparation et une lecture des superpositions d'états. Alors là, j'ai décrit E plus G ou E moins G, mais en fait, en adaptant la phase, l'amplitude et la durée de ces impulsions micro-ondes classiques, on peut préparer des superpositions arbitraires d'états, pas seulement des superpositions symétriques comme celle-là. On peut préparer une superposition AE plus BG et détecter cette superposition en la retransformant en E ou en G avant de détecter l'atome. Et donc ceci vous indique quel est le schéma expérimental qu'on va utiliser. L'atome interagit avec les atomes qui sont créés dans cette boîte B, passent un derrière l'autre dans la cavité, interagissent avec le champ de la cavité ici, et ils sont susceptibles d'être préparés ou détectés dans une superposition d'états avant et après la traversée de la cavité. Alors j'ai décrit ça en détail. Dans le texte, je vous ai expliqué comment ça se faisait. Et le temps d'interaction de l'atome avec la cavité est contrôlé, parce qu'on sait quand il arrive là, par l'application d'un petit champ électrique à l'aide d'un potentiel, une différence de potentiel entre les miroirs. Donc on peut contrôler l'état qui rentre dans la cavité, le temps avec lequel il va interagir avec le champ dans la cavité, et contrôler également l'état qu'on va détecter en jouant sur la phase et l'amplitude du deuxième champ, dans la zone R2. Ce que je voudrais dire, c'est que l'ensemble R1 R2, qui permet d'appliquer des impulsions séparées dans le temps aux atomes, constitue ce qu'on appelle un interféromètre de Ramsey. Et donc notre système exploite dans différentes façons, l'expérience que je vais décrire aujourd'hui, dans celle que je décrirai dans les semaines suivantes, cette capacité d'interférométrie, le fait qu'on prépare une superposition d'états et qu'on l'analyse plus tard et qu'on la laisse évoluer entre-temps, alors dans une cavité qui contient des photons et qui donc va affecter ces superpositions d'états et créer de l'intrication. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce qu'on peut intriquer une paire d'atomes? Alors voilà notre dispositif. On envoie un premier atome dans l'état E et un deuxième atome dans l'état G. Pour le premier atome, on effectue une impulsion π sur 2. Attends, je pense à cette ligne manque dans vos notes, mais pour le premier atome, on effectue une impulsion π sur 2. Et pour le deuxième atome, on effectue une impulsion π. Et je vous rappelle encore une fois qu'on peut contrôler ces durées d'impulsion grâce à l'effet Stark, puisqu'on sait quand le premier atome entre, donc on le met en résonance pour une impulsion π sur 2, et puis quand le deuxième atome entre, on le met lui en résonance pour une impulsion π. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le système premier atome, deuxième atome et champ. Au départ, EG0. Une impulsion π sur 2 sur l'atome 1 va transformer le E0 en E0 plus G1, et le deuxième atome reste dans l'état G puisqu'il n'est pas encore entré dans la cavité. Et puis, lorsque le deuxième atome subit une impulsion π, rien ne se passe pour le premier atome, parce qu'il est déjà sorti, mais G0 va rester G0. Mais par contre, ici, le G1 va donner moins E0. Et donc, vous vous retrouvez maintenant avec une superposition EG moins GE, et le champ est revenu dans le vide. Donc, les deux atomes qui n'ont jamais interagi directement, ils ont interagi successivement avec le champ, ont été maximalement intriqués par un champ dont vous pouvez dire que c'est un catalyseur, puisqu'il est revenu dans son état initial à la fin.
Donc on a ainsi intriqué les deux atomes. Alors comment est-ce qu'on détecte cette intrication? C'est encore quelque chose d'intéressant que je vais décrire ici. En fait, l'état EG-GE, c'est l'analogue à un état de spin dans lequel le premier spin pointe dans la direction plus par rapport à l'axe OZ, le deuxième dans la direction moins, et GE, c'est l'inverse. Et cette superposition des états de spin, plus, moins, 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 plus, c'est ce qu'on appelle un singulier de spin. C'est un état qui est invariant par rotation. Ça veut dire que si vous, au lieu de quantifier le long de OZ, vous quantifiez le long de OX, vous allez l'écrire sous la forme plus le long de OX, moins le long de OX, moins, moins, plus, et vous pouvez l'écrire dans n'importe quelle base sous cette forme. Cette invariance par rotation, elle apparaît très clairement si vous revenez à la notation habituelle. Vous avez EG moins GE, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là, mais qu'est-ce que c'est que plus par rapport à X, c'est E plus G, moins par rapport à X, c'est E moins G, et donc vous pouvez l'écrire E plus G sur l'un, E moins G sur 2, moins E moins G sur 1, E plus G sur 2, et si vous développez ça, vous retrouvez cette expression-là. Donc, vous avez l'impression qu'on a fait simplement des manipulations mathématiques, mais ça a un sens physique très clair. Ça veut dire que si vous mesurez non pas l'énergie, mais des superpositions d'états, elles vont être corrélées dans n'importe quelle base. Autrement dit, si vous trouvez le premier atome dans l'état E plus G, vous trouverez le second dans l'état E moins G. Et si vous trouvez le premier dans l'état E moins G, vous trouverez le second dans l'état E plus G. Alors, ceci donne un moyen de détection intéressant. Donc, j'ai rappelé cette propriété ici. Donc, si l'atome 1 est mesuré avec le spin plus le long de OX, l'atome 2 va être trouvé avec le spin moins le long de OX. Alors, imaginez que vous trouvez l'atome 1 avec le spin plus le long de OX. Ça veut dire que l'atome 2 sera avec le spin moins, mais supposez que sur l'atome 2, vous mesurez non pas le long de OX, mais le long d'une direction phi qui fait l'angle phi avec OX, c'est-à-dire suivant une direction qui est ni OX ni OY. Eh bien, du moment que l'atome a été projeté avec le spin moins le long de OX, la probabilité de le trouver dans la direction phi va être modulée en cosinus phi. Parce que la projection d'un spin sur un axe donné dépend de l'angle entre cette direction et la direction dans laquelle le spin se trouve. Autrement dit, la détection de l'atome 1 impose la direction dans laquelle se trouve l'atome 2 avant que vous ne le détectiez. Et quand vous le détectez avec une probabilité qui dépend de cette direction. Alors, pour cela, ça veut dire qu'on peut faire des expériences de corrélation dépendant de la phase qui sont extrêmement parlantes. Je vous représente ici la physique sur ce diagramme espace-temps. Vous voyez que j'essaie de représenter de façon synthétique ce qui se passe. Ça, c'est le temps, et ça, c'est la position des différents éléments de l'expérience. La cavité, qui évidemment est une droite horizontale parce qu'elle ne bouge pas, sa position est indépendante du temps, est représentée ici, et la zone de Ramsey R2, qui est en aval de la cavité, est représentée ici. R1 ne joue pas de rôle dans l'expérience. Et les atomes qui se déplacent dans le système sont représentés par des lignes obliques, dont la pente dépend de la vitesse de l'atome. Les deux atomes ont la même vitesse, donc c'est des lignes parallèles. Lorsque l'atome traverse la cavité, il subit une impulsion π sur 2 de Rabi, et puis il arrive dans la zone de Ramsey et on lui impose un pulse π sur 2 avant de le détecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on détecte le premier atome dans la direction X, puisque ce pulse π sur 2 transforme une superposition E plus G à nouveau en état d'énergie. Donc cet ensemble d'impulsion et de détection revient à détecter sigma X. Pour le deuxième atome, on fait l'impulsion π, donc on a intriqué les deux atomes. On lui applique ensuite une impulsion de Rabi π sur 2, mais avec une phase différente, une phase phi différente par rapport à celle du premier, ce qui veut dire qu'on détecte sigma le long de la direction phi. Et si on fait cette expérience-là, eh bien on observe que donc là, ce carré rouge représente les impulsions, les pulses de Rabi quantique, et ces ronds jaunes, les pulses de Ramsey classiques. Donc vous avez une façon très simple et synthétique de décrire l'histoire de l'expérience. Eh bien, vous voyez que la probabilité de détecter le deuxième atome dans l'état plus par rapport à la direction phi, si le premier atome est détecté en moins x, est en rouge, et on a une oscillation qui provient de ce fameux facteur cosinus phi. Si on veut détecter maintenant la probabilité opposée, de détecter l'atome dans l'état plus phi, si le premier avait été dans plus x, on obtient la courbe en bleu. Ces courbes-là, ces oscillations-là, c'est ce qu'on appelle des franges de Ramsey. Et vous voyez que d'habitude, les franges de Ramsey sont observées sur un atome. Ici, on observe des franges de Ramsey sur un système formé de deux atomes. La première impulsion est envoyée et sert à détecter l'atome 1, et la deuxième impulsion, l'atome 2. Et le fait qu'on obtient des franges cohérentes en envoyant des impulsions sur deux atomes prouve qu'on a bien affaire à un système
combiné qui est un système quantique un système quantique unique. La paire d'atomes qui a été intriquée se comporte comme un système quantique unique. Ce qu'on fait sur l'atome 1 a un effet à distance sur les probabilités de résultats de mesure sur l'atome 2. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette première expérience. Alors maintenant, je vais vous décrire une expérience de porte quantique en électrodynamique quantique en cavité qui est très simple dans son principe aussi. On va se servir d'un photon. Donc l'état de la cavité qui est soit 0, soit un photon va être ce qu'on appelle le qubit contrôle, et l'état de l'atome entre deux niveaux de Rydberg va servir de qubit cible. Je vous rappelle à nouveau le montage. On envoie des impulsions π sur 2 classiques avec un déphasage ajustable qui prépare et analyse des superpositions d'états, et on détecte finalement l'atome ici. Si on effectue l'expérience simplement sur un seul atome et qu'on varie la phase relative entre les deux zones de Ramsey, on observe des franges qu'on appelle les franges de Ramsey et qui sont liées au fait qu'on prépare une superposition d'états ici, qu'on la laisse évoluer et qu'on la détecte avec une phase donnée ici. Si on change cette phase, on voit ces fameuses oscillations. Alors le point important, d'abord c'est une expérience qui est statistique. Chaque point résulte d'un moyen-âge d'un grand nombre d'expériences et ensuite on change la phase et on refait un moyen-âge sur un grand nombre d'expériences. La phase des franges peut être contrôlée par ce qui se passe ici. La semaine prochaine, je vous montrerai que si l'atome et le champ ne sont pas résonants, une interaction dispersive non résonante va changer la phase des franges. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'une oscillation de Rabi résonante, mais d'angle 2π, qui change la phase de la fonction d'onde atomique, va changer la phase des franges, et c'est ce qui va constituer la physique de cette porte quantique. Alors, je vais pour cela, maintenant j'ai besoin pour cette expérience de 3 niveaux d'énergie. Les deux niveaux E et G sont les niveaux de tout à l'heure, de nombres quantiques 51 et 50, et j'ai l'état de Rydberg circulaire que j'appelle I, qui a un nombre quantique 49, qui est au-dessous, et donc lui, il est complètement non résonant. Cette fréquence est beaucoup plus grande que celle-ci, parce que, à cause de la loi en R sur N2, il y a une anharmonicité des niveaux d'énergie. La cavité C est résonante sur la transition entre E et G. Donc, l'oscillation de Rabi du vide fait osciller le système entre E0 et G1 sur cette transition. Et par contre, l'interféromètre de Ramsey, il est réglé sur la transition GI, à une fréquence complètement différente. Donc les impulsions R1 et R2 sont réglées sur cette fréquence-là. Alors regardons ce qui va se passer. Imaginons, donc on règle la durée du pulse de Rabi sur cette transition pour faire une impulsion 2π. Ça veut dire que si l'atome rentre dans l'état G dans la cavité en présence d'un photon dans la cavité, G1 devient moins G1. Par contre, si l'atome rentre dans l'état I, I1 va rester I1, parce que l'état I est complètement découplé de ce champ qui oscille dans cette transition-là. Donc vous voyez cette transformation, vous faites un déphasage sélectif lorsqu'il y a un photon dans la cavité entre l'état G et l'état I. Alors regardons donc un pulse de Rabi 2π sur la transition EG en présence d'un photon induit un déphasage de π entre les amplitudes des états G et I. Alors maintenant regardons ce qui se passe lorsqu'on fait des franges de Ramsey sur cette transition. On prépare l'état I plus G. Si vous avez un photon dans la cavité, I plus G va devenir I moins G. Si vous avez 0 photon dans la cavité, I plus G va évidemment rester I plus G. Donc vous voyez que, suivant qu'il y a 0 ou 1 photon dans la cavité, la phase des franges de Ramsey va changer de π. Donc les franges GI s'inversent lorsque le nombre de photons dans la cavité passe de 0 à 1. Et vous voyez que ce champ n'est pas absorbé. Il sert juste à changer la phase du champ, il n'y a pas d'absorption de photons. Alors vous voyez que ceci conduit à cette image-là. Si vous envoyez l'atome dans l'état G et que vous avez 0 photon dans la cavité, vous allez avoir, en variant le déphasage entre les deux zones de Ramsey, vous allez avoir un jeu de franges représenté ici. Si par contre vous avez un photon dans la cavité, vous allez avoir des franges en opposition de phase. Si vous réglez maintenant la phase de votre interféromètre pour être en ce point-là, vous voyez que l'atome va sortir dans un niveau quand il y a 0 photon dans la cavité et dans l'autre niveau s'il y a un photon dans la cavité. Autrement dit, le nombre de photons 0 ou 1 contrôle l'état de sortie de l'atome G ou I. Et ça, c'est la définition d'une porte contrôle note. Là, je l'ai décrite avec des états 0, 1
mais on pourrait la faire avec une superposition d'états, et à ce moment-là, elle créerait de l'intrication entre l'atome et le champ. Comment est-ce qu'on a réalisé l'expérience en pratique? Eh bien, on a fait une expérience à deux atomes. Le premier atome source subit une impulsion π sur 2 en traversant la cavité, et donc on crée la superposition E0 plus G1, et on détecte l'atome. Et vous voyez que ça veut dire qu'avec 50% de probabilité, on va trouver l'atome dans E avec 0 photon, 50% l'atome dans G avec 1 photon. Autrement dit, c'est une façon aléatoire de préparer 0 ou 1 photon. La moitié des cas, vous allez préparer 0 photon, l'autre moitié 1, mais une fois que vous avez détecté l'atome, vous savez que vous avez dans la cavité 0 ou 1 photon. Une fois qu'on a fait ça, on envoie un deuxième atome, et l'atome 2, lui, va subir cette impulsion 2π et les zones de Ramsey, et on va faire des franges d'interférence avec le deuxième atome. Donc le second atome qui va lire le nombre de photons par interférométrie de Ramsey. Et on enregistre les franges sur le deuxième atome conditionné à la détection du premier. Vous voyez en bleu les franges du deuxième atome lorsque le premier atome a été détecté dans E, ce qui prouve qu'il y a 0 photon dans la cavité, et en violet les franges que vous avez sur le second atome lorsque le premier a été détecté dans G, prouvant qu'il y avait un photon dans la cavité. Et vous voyez bien que vous avez des franges en opposition de phase, ce qui prouve bien que le système fonctionne comme on l'attendait. Donc ce type d'expérience nous a montré qu'on pouvait fabriquer des portes quantiques avec ce procédé. Alors la dernière chose qu'on a faite dans ce type d'expérience, représentée sur cette diapositive, une combinaison d'impulsions de Rabi et d'intrication programmée pour 3 systèmes quantiques, maintenant au lieu de 2. Alors vous voyez que maintenant, les 3 systèmes quantiques, c'est 2 atomes et le champ de la cavité. Alors, les atomes traversent la cavité l'un après l'autre. Le premier atome, on lui fait subir une impulsion π sur 2. Ça veut dire qu'avec une probabilité 1,5, vous allez avoir l'atome dans un état avec un photon laissé derrière, ou l'atome dans l'autre état, donc j'ai mis des couleurs différentes, et 0 photon laissé derrière. Ensuite, on envoie le deuxième atome, et le deuxième atome subit une impulsion de Rabi 2π et des zones de Ramsey, donc il va lire l'état du photon. Et on va faire sortir le deuxième atome dans un état quantique s'il y a un photon dans la cavité, et dans l'autre état quantique s'il y a 0 photon. Et vous voyez maintenant que vous avez un ensemble de 3 systèmes, 2 atomes et un champ, qui se trouvent dans une superposition de 2 états qui sont terme à terme orthogonaux. Cet état-là est différent de celui-là, le deuxième état est différent de celui-là, et l'état du champ est différent dans les deux cavités. Donc ça, c'est une intrication à 3 particules, à 3 systèmes quantiques, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'information quantique un état GHZ, pour Greenberger, Horn, Seilinger, qui ont décrit cet état pour la première fois il y a une quinzaine d'années. Donc on fabrique, avec des impulsions π sur 2 et 2π, ce système intriqué à 3 systèmes. Maintenant, si on veut le reporter sur 3 atomes, on envoie un troisième atome qui, lui, va subir une impulsion π. Donc, suivant qu'il y a un photon ou non dans la cavité, il va sortir dans un état différent. Et lorsque ce troisième atome a subi l'impulsion π, la cavité est revenue dans le vide, et nous avons maintenant 3 atomes qui sont terme à terme dans des états différents dans les 2 termes de la superposition. Donc on a fabriqué un ensemble de 3 atomes intriqués, et à nouveau le champ a servi de simple catalyseur dans cette expérience. Donc, vous voyez qu'on peut ainsi tricoter de l'intrication. Alors évidemment, dans cette expérience-là, c'est un peu limité, parce que le facteur de surtension de notre cavité n'était pas assez grand pour avoir beaucoup plus d'atomes. Et d'autre part, nos atomes se déplacent très vite et sortent du système. Mais ce type d'intrication, avec par exemple en électrodynamique des circuits, ou avec des expériences d'ions piégés, comme celles qui sont faites par exemple dans le groupe du NIST de David Wineland, on fait des expériences analogues dans lesquelles des systèmes quantiques stationnaires qu'on peut contrôler et qui restent là en permanence peuvent être mis dans des superpositions d'états à 2, 3. On est allé jusqu'à une dizaine de particules. Le dernier paragraphe, la dernière partie du cours que je voudrais traiter, j'espère le faire en une dizaine de minutes, c'est montrer qu'on peut se servir de ce système pour faire un test fondamental de physique quantique qui est d'illustrer la complémentarité. Et je vous disais dans la première leçon que les systèmes quantiques ont un comportement de particules et d'ondes à la fois, et que l'aspect onde ou particule qui se manifeste dépend du type d'expérience que l'on fait. On voit l'aspect onde lorsqu'on fait une expérience d'interférométrie, mais si on cherche à savoir quel est le chemin suivi par la particule dans l'interféromètre, on insiste sur l'aspect particulaire, on détruit les interférences. Je vous rappelle l'expérience de pensée de Bohr et d'Einstein. Vous envoyez des particules à travers un système formé de 2 fentes,
mais vous supposez que la fente supérieure est sur un équipage mobile. Si la particule passe par la fente supérieure, elle va être diffractée sur les bords de cette fente et elle va mettre en oscillation cet équipage mobile. Si cet équipage mobile oscille et que cette oscillation est observable, il n'est pas nécessaire de l'avoir observée en fait. Si elle est en principe observable, les franges vont disparaître. Alors évidemment, une expérience comme celle-là est très difficile à faire parce que l'impulsion impartie par une particule à une fente macroscopique est négligeable, mais on peut imaginer des versions d'expériences qui sont plus modernes et qui, elles, peuvent marcher. Alors, je vais vous donner une première version plus moderne qui est de remplacer l'interféromètre de Young par l'interféromètre qu'on appelle de Mach-Zehnder. Alors, ce Mach-Zehnder, c'est quoi? On sépare les trajectoires à l'aide de lames séparatrices semi-réfléchissantes. Une lame semi-réfléchissante ici, une lame semi-réfléchissante ici, et deux miroirs. Et vous allez voir, je vais matérialiser les deux chemins par ce petit film. Ou bien la particule traverse, ou bien elle est réfléchie, et donc elle va suivre deux chemins possibles qui vont interférer. Et si la phase introduite sur ce chemin est convenable, avec une probabilité 1, la particule va sortir dans cette voie. Si vous changez la phase, vous allez moduler cette probabilité et vous allez obtenir des franges. Donc vous avez une interférence entre deux chemins, et la question est comment obtenir une information sur le chemin. Alors, l'équivalent de l'expérience de tout à l'heure, c'est de mettre l'une des fentes sur un équipage mobile. Vous la mettez sur un système avec un ressort qui va pouvoir osciller. Et voici le petit film qui montre ce qui se passe. Si vous passez sur le chemin 1, rien ne se passe, il n'y a pas de transfert d'impulsion. Par contre, si vous passez sur le chemin 2, eh bien, vous voyez que votre équipage se mettra à osciller. Et donc, suivant que l'équipage oscille ou non, vous saurez si vous êtes passé par le chemin 1 ou 2, et les franges doivent disparaître. Alors, l'avantage de ce modèle, c'est qu'on peut en faire une théorie quantitative, à condition de décrire votre petite séparatrice comme un oscillateur harmonique. Vous voyez que ce qui va se passer, c'est que l'état initial de la séparatrice, c'est l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. La séparatrice ne bouge pas. Si vous passez dans le chemin B, vous envoyez une impulsion à cet oscillateur et vous le mettez en oscillation suivant un état cohérent. Vous avez un oscillateur qui va osciller, vous pouvez le décrire par une amplitude complexe qui décrit l'amplitude de la phase de cette oscillation. Je l'appelle alpha. Et vous voyez que l'état combiné particule séparatrice va être maintenant un état intriqué, psi A, la séparatrice n'a pas bougé, plus psi B, et la séparatrice a subi le mouvement alpha. Et il est facile de voir que le signal d'interférence va dépendre du produit scalaire des deux états. Donc vous allez avoir psi A psi B fois 0 alpha. Et c'est ce facteur 0 alpha qui est le facteur qui va décrire le contraste des franges. Et vous voyez comment le contraste des franges est lié à l'information. Si alpha est tout petit, vous n'avez pas d'information sur le chemin et le contraste des franges est grand. Si alpha devient grand, alpha et 0 sont distincts et vous n'avez plus de franges. Et le produit scalaire 0 alpha est donné par cette exponentielle. Donc vous voyez qu'il faut que alpha soit grand devant 1 pour que les franges disparaissent. Alors, cette expérience-là est encore très difficile à faire. Par contre, l'expérience que nous avons faite est la suivante. On a remplacé l'interféromètre de Ramsey, l'interféromètre de Mach-Zehnder, par un interféromètre de Ramsey. Et vous voyez que la situation est à peu près la même. Vous partez d'un état initial et vous cherchez à arriver à un état final, et le système peut suivre deux chemins. Ou bien rien ne se passe dans la zone 1, il reste dans l'état E et il subit la transition EG dans la zone 2, ou bien il subit la transition EG dans la zone 1 et va dans la zone 2. Vous voyez que la topologie de ce système est la même que celle de l'interféromètre de Ramsey, à ceci près qu'ici, c'est deux trajectoires spatiales, et là, c'est deux trajectoires dans l'espace de Hilbert des états EG, mais la mathématique est la même. Et donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, on verra des franges suivant ou non qu'il y a une information sur l'endroit dans lequel le système a subi une transition. Vous aurez une information sur le chemin parce que l'atome émet un photon. S'il passe de E à G, c'est qu'il a émis un photon dans la zone R1 ou dans la zone R2. Si le champ des zones de Ramsey est macroscopique, il contient beaucoup de photons, la variation d'un photon va donner un effet négligeable. C'est un peu comme une séparatrice qui a une très grande masse et qui est inerte. Par contre, si le champ R1 contient peu de photons, c'est l'équivalent d'une séparatrice microscopique, et l'addition d'un photon change le champ et on perd les franges. Alors, sur la diapositive suivante, je vous montre l'expérience. La deuxième zone de Ramsey est la même que tout à l'heure. J'ai supprimé la première zone de Ramsey classique et je l'ai remplacée par une zone de Ramsey quantique qui est une impulsion π sur 2 que l'atome subit dans le champ à l'intérieur de la cavité. C'est-à-dire qu'on attend que
l'atome soit pratiquement sorti et on le met en résonance pour qu'il subisse une impulsion π sur 2 dans la deuxième zone de Ramsey. Et on effectue cette impulsion π sur 2 avec un champ qui va varier d'un champ quantique à un champ classique. Le champ quantique, c'est par exemple laisser cette cavité vide. Et on sait très bien que si vous partez de E0, vous pouvez faire une impulsion π sur 2 qui vous amène de E0 à G1. Mais à ce moment-là, vous laissez une information énorme à l'intérieur de la cavité, puisque suivant que l'atome a été dans E ou dans G, vous allez avoir 0 ou 1 photon. Alors on peut faire la théorie complète. E alpha, l'état de la cavité est un petit champ cohérent, une superposition d'états n. Pour chaque état n, vous allez avoir une oscillation de Rabi en cosinus oméga racine de n plus 1t sur 2 et sinus oméga racine de n plus 1t sur 2. Donc vous avez, voilà l'effet de la première zone de Ramsey quand je tiens compte du caractère quantique de cette zone. L'impulsion π sur 2, c'est qu'il faut que la probabilité d'être dans E soit 1,5, donc cette somme-là doit être égale à 1,5, ce qu'on peut régler. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une intrication, parce que si l'atome est dans E, le champ est dans l'état somme sur n de Cn cosinus oméga racine de n plus 1t sur 2n, et si l'atome est dans G, le champ est dans l'état alpha G, qui est somme sur n de Cn sinus oméga racine de n plus 1. Autrement dit, vous avez la même formule que tout à l'heure, une intrication atome-champ, E alpha E plus G alpha G. Alors, deux cas limites. Si votre champ est quantique, si alpha vaut 0, à ce moment-là, tous les Cn sont nuls sauf n0, vous avez alpha E égale 0 et alpha G égale 1. Ces deux états sont orthogonaux, vous n'avez pas de frange. Parce que vous savez, suivant que vous trouvez 0 ou 1 photon dans la cavité, vous savez si la transition a eu lieu dans cette zone ou non. Par contre, si le champ alpha est grand, à ce moment-là, vous voyez sur ces formules-là que alpha E et alpha G sont très voisins de alpha. Le recouvrement entre alpha E et alpha G est très grand et vous avez des franges. Et l'expérience montre que ça marche. Vous avez ici le contraste des franges en fonction du nombre moyen de photons dans la première zone de Ramsey. Les points sont expérimentaux. Et la courbe est une courbe donnée par le recouvrement de alpha E et de alpha G. Ça ne monte pas à 100% parce qu'on a un contraste limité pour des raisons expérimentales. Donc on a simplement adapté la formule théorique, la courbe théorique idéale, pour tenir compte de la limitation du contraste. On a simplement mis un facteur de limitation. Mais vous voyez qu'on comprend très bien que plus on a d'informations sur le chemin, c'est-à-dire plus le champ du la première zone de Ramsey est quantique, moins on a de franges. Et c'est ce qui faisait dire à Bohr qu'un bon appareil de mesure doit être classique. Qu'est-ce que c'est qu'un bon interféromètre? C'est un interféromètre qui va vous donner des franges. Et il ne peut vous donner des franges que s'il est classique, c'est-à-dire que s'il ne va pas indûment extraire de l'information du système pour savoir si on a affaire à des particules ou à des ondes. Par contre, si vous commencez à décrire votre système, votre interféromètre, comme un système quantique, et si l'aspect quantique de l'interféromètre compte, il va s'intriquer avec votre système et vous allez perdre les franges, parce que l'intrication, ça veut dire que de l'information sur l'état du système fuit dans l'environnement et vous indique quel est le chemin que le système a suivi. Alors cette idée générale que je décris ici sur un interféromètre très simple est celle qui est à la base de la décohérence. La décohérence, c'est simplement qu'il y a de l'information qui fuit dans un environnement, qui joue le rôle de ce détecteur de chemin. Et plus il y a d'informations qui fuient dans l'environnement, moins les systèmes quantiques sont capables de donner lieu à des phénomènes d'interférence, et donc plus la décohérence se produit. Donc j'ai terminé ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi que pendant cette période des années 95-2005, on a également fait des expériences de type chat de Schrödinger, dans lesquelles un atome traversant la cavité prépare une superposition d'état du champ, et un deuxième atome vient la lire. Cette expérience était limitée à 2 atomes pour les raisons que je vous ai indiquées, mais depuis, lorsqu'on a fait des cavités de bien plus grands facteurs de surtension, on a été capable d'analyser l'état du champ avec des centaines d'atomes. Et donc je préfère attendre la description de ces expériences avec des très bonnes cavités pour vous parler des expériences de chat. Alors, la semaine prochaine, je décrirai comment, à partir d'informations fournies par des centaines d'atomes traversant la cavité après la préparation du champ, on peut compter les nombres de photons sans les détruire, donc observation non destructive des photons, et comment on peut préparer, donc la semaine d'après, comment on peut préparer et détecter des chats de Schrödinger. J'insiste sur 2 références. Donc vous avez, au début des années 2000, on avait écrit avec Michel Brune et Jean-Michel Raymond un article de revue qui décrit les procédures expérimentales essentielles dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et on a encore décrit ça de façon plus détaillée dans le livre Exploring the Quantum que j'ai écrit avec Jean-Michel en 2006.
Et le livre vient de sortir sous forme paperback maintenant, en 2013. Malheureusement, ce livre ayant été écrit en 2006, il décrit la théorie des expériences dont je vous parlerai la semaine prochaine, mais ces expériences n'avaient pas encore été réalisées. Mais vous avez une description détaillée des principes de ces expériences. Donc je vais m'arrêter là, on a une pause d'une dizaine de minutes, et ensuite on va avoir le plaisir d'avoir le séminaire de David Wineland sur les horloges atomiques à Agnon.